Alors maintenant, je vous propose qu'on dézoome un peu. On est parti sur l'international, on va se recentrer sur le national un petit peu, sur la question d'agir au niveau national, et on va parler de défendre les droits des femmes et les mettre en sécurité avec Maître Thibault de Montbrial, que je vais accueillir et que je vais inviter à me rejoindre juste à côté de moi sur le pupitre. Thibault, je suis vraiment très heureuse de vous avoir à nos côtés ce soir. Vous êtes une figure majeure du droit pénal en France et de la sécurité publique en France. On vous voit souvent sur les plateaux télé, de plus en plus régulièrement. Vous êtes invité à la radio pour parler de tous ces sujets. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes expert en droit pénal, je le disais. Vous êtes également président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, un think tank qui est spécialisé dans les enjeux de protection des citoyens face aux menaces de sécurité. Et à travers votre travail d'avocat et d'analyste, parce que vous essayez aussi de décrypter, vous faites cet effort de venir expliquer, vous êtes régulièrement consulté sur des questions de criminalité, de violence, de défense des libertés publiques. Vous intervenez aussi notamment très souvent aux côtés de nos forces de l'ordre. Et vous avez vraiment à la fois une expérience de terrain que vous doublez d'une vision un peu globale sur ces enjeux de sécurité. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps avec vous de voir à quelle enseigne vos travaux ou ce que vous êtes amené à voir et à échanger sur la protection des femmes en France, plus spécifiquement, ce que vous pouvez nous en dire face aux violences sur la voie publique et l'espace public. La sécurité, c'est un besoin primaire de l'être humain. C'est la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que chaque être humain, quelle que soit son origine, sa culture, son âge, quelle que soit la période de l'histoire, va chercher en tout premier, avant de créer une organisation sociale, à ce que cette organisation sociale lui garantisse la sécurité. C'est donc littéralement la base du contrat social. La sécurité, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, et j'ai souvent des débats avec des confrères sur ce sujet, la sécurité n'est en rien antagoniste à la liberté. La sécurité, c'est même pas la première des libertés, ce qui est un slogan un peu débile, je l'avoue, ne le répétez pas. Mais en réalité, la sécurité, c'est le préalable à l'exercice des libertés. Et le témoignage bouleversant de la sœur de Sonia Damani nous l'a rappelé si nous avions tendance à l'oublier. Donc, sans sécurité, pas de liberté. Mais sans sécurité, un monde de rapports de force. Et s'il y a un rapport de force, ça veut dire qu'il n'y a plus d'égalité. Sans sécurité, c'est un monde de défiance, puisque si je ne suis pas en sécurité, c'est que je me méfie de l'autre, de mon voisin, et donc il n'y a plus de fraternité. Et vous voyez comment, en 20 secondes, on aboutit à démontrer que, sans sécurité, les valeurs fondamentales de la République française ne sont plus autre chose que des mots. C'est un sujet qu'il faut dépassionner. C'est un sujet qui n'est ni de droite ni de gauche, c'est un sujet qui est en réalité préalable à la politique, ce qui est une phrase un peu utopiste, puisque dès lors qu'on parle de régulation et d'organisation sociale, c'est déjà de la politique. Alors je voulais poser ce cadre avant d'aborder la question des femmes en France aujourd'hui par rapport à la sécurité. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que dans l'histoire de la France contemporaine, évidemment pas en remontant jusqu'à Mathusalem, mais dans l'histoire de la France contemporaine, la société française n'a jamais été aussi violente. Tous les chiffres, et notamment les chiffres des 5 dernières années, pour ce qui concerne les faits de délinquance violents, sexuels ou non, sont en augmentation exponentielle et sont extrêmement inquiétants, non seulement en ce qu'ils révèlent comme actualité, mais également en ce qu'ils révèlent comme tendance. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, ça on l'a suffisamment dit, même un tout petit peu plus sur le plan statistique, mais les femmes sont victimes à 85% des femmes, je le prends de l'autre côté, sont les victimes des violences sexuelles. Et une majorité de femmes est victime de coups et blessures volontaires. Pourquoi ? Surtout si on intègre les violences intrafamiliales, parce que, à tort ou à raison, beaucoup considèrent qu'une femme est physiquement plus faible qu'un homme. On pourrait faire toute la soirée comme débat sur le sujet. Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Mais il y a des femmes qui en sont elles-mêmes persuadées, ce qui est déjà un mauvais début. Parce que si on se sent faible dans les yeux du prédateur, le prédateur va aller sur la cible qui se sent faible et non pas sur quelqu'un qui va se sentir fort. Et il se dégage des choses qui font que ça peut faire changer un prédateur de cible. Donc, tout ça pour vous dire que, qu'on le veuille ou non,
les femmes sont aujourd'hui susceptibles, et en particulier dans l'espace public, puisque c'était l'angle sur lequel il m'a été demandé de réfléchir, de subir des violences dans notre société aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est une réflexion rapide autour de 3 concepts. Anticiper, s'organiser et agir. Anticiper, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ça, ce sont des réflexions qu'il faut mener en prenant le monde comme il est, non pas comme on aimerait qu'il soit, non pas en s'enivrant de grands principes, mais simplement en essayant plus modestement d'apporter quelques réflexions sur des améliorations possibles par rapport à la réalité. Ce qui compte dans la vie des gens, c'est la réalité, et non pas les utopies les utopies ou les idéologies des uns et des autres. Anticiper la sécurité des femmes dans l'espace public, c'est penser l'aménagement de l'espace public dans cette optique. C'est-à-dire qu'il faut intégrer au niveau municipal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Il faut, dans les politiques de sécurité, quand elles sont élaborées, qu'on anticipe des choses très concrètes. Un des éléments dont on le sait qu'il a un caractère dissuasif, il y a encore des débats aujourd'hui, notamment avec certains maires de gauche, y compris pas très loin d'ici, sur l'opportunité de mettre en place de la vidéosurveillance. On sait que si vous avez 2 chemins, un avec de la vidéosurveillance et un sans vidéosurveillance, les agressions auront lieu, devinez où ? Là où il n'y a pas de vidéosurveillance. Dit comme ça n'a rien de génial. Il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre. Donc, on sait que mettre de la vidéosurveillance, ça va avoir un caractère dissuasif. Il ne faut pas non plus, ce n'est pas l'arme absolue, ça n'empêchera pas tout, mais par le simple fait que la vidéosurveillance permet ensuite de réussir des enquêtes et donc d'aboutir à des arrestations et des condamnations, eh bien forcément, le prédateur aura tendance à aller là où il n'y en a pas. Il y a un deuxième point qui est un point plus technique et auquel on pense assez peu, c'est l'éclairage. Moi, je suis sidéré d'entendre, là encore, je ne le fais pas exprès, mais des élus locaux expliquer que pour faire des économies, on va couper l'éclairage. Mais c'est extrêmement dangereux. D'abord, on peut tomber, donc on peut se faire mal, ce qui d'abord n'est pas agréable, ensuite a un coût social important. Et puis ensuite, retour à la question précédente, il peut y avoir des agressions. Je vous le dis entre nous, mais là encore, ne le répétez pas en dehors. Qu'est devenue la ville lumière ? Qu'est devenu Lyon en 5 ans en termes de lumière, d'éclairage extérieur? C'est un vrai sujet. Alors, j'entends l'argument des économies. Mais il y a des systèmes extrêmement simples qui nécessitent un minimum d'investissement, qui sont les détecteurs de mouvement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un éclairage minoré à partir d'une certaine heure quand on connaît les flux de circulation, et que quelqu'un qui viendrait à passer, un piéton, déclencherait par détection de mouvement un éclairage qui resterait 30 ou 40 secondes après la disparition du mouvement. Là encore, ce ne sont pas des choses géniales, ce sont juste des choses de bon sens. Il y a un deuxième sujet sur l'anticipation qui est susceptible de créer quelques crispations, mais là encore, on est là pour se dire les choses comme elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. C'est qu'il y a un certain nombre d'agressions, notamment dans les transports, qui ont pour origine une inadaptation culturelle des auteurs des agressions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que quand on regarde les statistiques du ministère de l'Intérieur sur les agressions dans les transports en commun, une très grande majorité d'entre elles, dès qu'il y a de la violence, sont commises par des étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tous les étrangers sont des délinquants ? Évidemment non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de délinquance étrangère spécifique ? Évidemment oui. Et donc, il ne s'agit pas d'en tirer des conséquences essentialistes. Il s'agit simplement de se poser la question de savoir comment on peut améliorer les choses. Depuis la grande vague de migration du milieu de la décennie précédente, énormément de pays, notamment en Europe du Nord, ont été contraints de remettre aux migrants des pictogrammes sur les différences de culture dans la façon dont on aborde une femme en Europe par rapport à des pays qui n'ont pas la culture européenne. Ce sont des pictogrammes extrêmement simples avec des dessins où on montre par exemple les parties génitales du corps d'une femme et avec une grosse croix rouge pour montrer que non, on ne peut pas aller les toucher à volonté et que les femmes en Europe s'habillent comme elles s'habillent, mais que ce n'est pas pour autant une invitation à des passages à l'acte. Donc il y a une question à se poser qui n'est pas le thème de la soirée, mais qui est évidemment en lien avec la politique migratoire française et européenne, avec l'absence de maîtrise de celle-ci, et ça a des conséquences
en cascade, et l'une des conséquences, c'est la sécurité de nos concitoyens, et en particulier la sécurité des femmes. Et en rapport avec ce que je vous disais pour commencer, c'est-à-dire que la sécurité est la base du contrat social, tout gouvernement a nécessairement comme première mission, s'il ne veut pas être contesté, d'assurer la sécurité de ses concitoyens, et notamment des femmes. Tout ça sont des éléments de réflexion que je pose là, mais d'éviter le débat au nom d'une idéologie qui fait que l'on tait le réel, ça ne pourra que aboutir à des catastrophes. Pour finir sur le sujet, avant de parler à l'organisation, je voudrais vous dire ici avec une certaine gravité que j'ai entendu depuis le début de cette belle soirée des choses extrêmement fortes portées sur l'Iran, portée sur la France avec Florence, que je salue et qui est au comité stratégique du CRSI, et c'est toujours une immense joie de te voir, chère Florence. Sur la Tunisie, la parole que vous avez portée sur la situation des Juifs en France, en particulier depuis le 7 octobre. Il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes la République française, parce que nous avons depuis 200 ans un pays qui est un pays avec des structures et des institutions solides, nous sommes à l'abri de dérives. Les choses peuvent aller très vite, et je peux vous dire qu'en off, les responsables du renseignement français sont parfaitement conscients que nous pouvons être frappés par un 7 octobre dans certains quartiers du jour au lendemain, qui n'aura certainement pas la même ampleur, mais qui, localement, pourra avoir la même sauvagerie. Ce sont des scénarios qui sont aujourd'hui pris en compte pour ce qui est une réalité. Évidemment, on fait tout pour l'éviter, mais le simple fait que la question se pose est en soi quelque chose qui en dit long sur notre société et sur l'importance qu'il y a à tout mettre en œuvre pour que, évidemment, ça n'arrive pas. Anticiper, vous disais-je, ensuite s'organiser. Comment est-ce que, en particulier, les femmes peuvent s'organiser pour que le ciblage dont elles sont l'objet dans la société soit minoré ou qu'il ne soit pas suivi de succès? La première chose, mais bien sûr, c'est quelque chose qui est déjà commencé, mais il faut y aller à fond. Il faut y aller sans aucune inhibition. C'est qu'il faut sortir de la honte. Il faut que la peur change de camp. Quand je vois des femmes qui, au cabinet, racontent, ou dans ma famille, racontent qu'elles ont subi des regards, des attouchements, des réflexions dans les transports en commun ou dans la rue, eh bien, il n'y a pas de raison de subir. Alors, entendez-moi bien, il ne s'agit pas d'aller faire de la provocation et de se retrouver dans une situation pire à l'arrivée que celle qu'elle était au départ. Mais si, dans un wagon de métro, les femmes ont appris, parce qu'on le leur a dit, parce qu'elles se le sont dit entre elles, parce que des professionnels éventuellement leur ont expliqué que de choper la main d'un mec, de la lever en disant « à qui est cette main ?», ça fait en réalité honte, beaucoup plus à la tête qui est au bout de la main qu'à la femme qui va prendre cette main, eh bien, ce sont des choses qui, à force, vont inverser le rapport de force et vont en tout cas rendre plus compliquées les situations d'agression. Je pense que dans le monde qui est celui qu'il est et non pas celui qu'on aimerait qu'il soit, et pour qu'il redevienne celui qu'on aimerait qu'il soit, eh bien, il faut que les femmes soient encouragées à ces prises de position. Il faut également, dans le cadre d'un réarmement moral plus large que je prône par ailleurs depuis longtemps, que les femmes n'hésitent pas à apprendre à se défendre. Alors là, certains d'entre vous vont se dire « mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Se défendre, ça veut dire quoi ? C'est le rôle de l'État, etc. » Mais là encore, le principe du réel, les chiffres, je ne vous assomme pas avec des chiffres, mais les chiffres et l'augmentation exponentielle dont je vous parlais tout à l'heure fait que se pose la question de la capacité aujourd'hui de l'État à protéger tous les citoyens partout. Mais d'ailleurs, aucun d'entre nous, enfin aucun d'entre vous, parce que moi malheureusement c'est mon cas, mais ne vit en permanence avec des policiers. Donc il y a toujours un moment où vous allez vous retrouver à un endroit où la voiture de patrouille sera à 30 secondes, mais où le voyou sera à 10 mètres de vous. Et donc il y aura un arbitrage, puisque les policiers ne pourront pas arriver à temps. Donc ça veut dire que dans la France d'aujourd'hui, la question d'un minimum de formation sur des stratégies d'évitement et éventuellement des stratégies pour casser une agression et s'en aller sont des choses qu'il faut aborder et éventuellement prendre en compte. Encore une fois, je regrette que la société soit comme elle est aujourd'hui. Mais mon rôle, et ce que vous m'avez demandé, Alexandra et Léliane, de venir vous dire ce soir, c'est de réfléchir à partir du réel. Et le réel, eh bien, c'est celui-là. Le troisième point, c'est agir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agir ? En paraphrasant, en reprenant un slogan éculé, je vous dirais volontiers, engagez-vous. J'ai lu le livre blanc des Lyonnes. J'ai trouvé
je vais faire le démago, vous allez croire, mais franchement, j'ai trouvé que c'était formidable. Qu'est-ce que j'ai trouvé de formidable? La différence des expériences, mais l'espèce de faisceau de convergence de l'énergie, de l'envie, de positivisme que vous portez toutes. Et la proposition numéro 1, si je ne me trompe pas, je l'ai noté là, c'est booster la confiance et l'estime de soi. Mais en réalité, ce dont je vous parle depuis 5 minutes, ça rentre dans booster la confiance et l'estime de soi. De pas baisser les yeux, de se dire que je suis en train de rentrer chez moi, c'est mon chemin. Alors, je ne fais pas n'importe quoi, je suis attentive, mais quand même, je ne vais pas aller déménager, je ne vais pas m'en aller pour abandonner le terrain. Tout ça, c'est de la confiance et de l'estime de soi. Et engagez-vous, disais-je, puisque c'est mon dernier point, mais en politique, bien sûr, continuez à vous engager en politique. Le rôle des femmes en politique, il est absolument précieux. Dans une société où 50% des citoyens sont des femmes, eh bien, il est totalement légitime qu'il y ait 50% de femmes engagées dans la vie publique. Ça ne veut pas dire que forcément il faut qu'il y ait 50% de femmes à chaque fois. Moi, les quotas, aujourd'hui c'est la loi, mais les quotas trop rigoureux peuvent avoir parfois des effets contre-productifs. Mais ça veut dire qu'il faut que les femmes sachent qu'elles ont toute leur place dans le débat public. Engagez-vous partout, dans l'espace syndical, dans l'espace associatif. Je sais que je parle à des femmes qui sont archi convaincues, mais c'est super important. Et puisqu'on parle de sécurité, mais que les femmes continuent à s'engager, et plus encore dans la sécurité. Un pays comme Israël, dont on parlait tout à l'heure, est un pays qui a intégré depuis longtemps le fait que les jeunes filles sont exactement au même niveau de responsabilité et de devoir que les jeunes hommes dans la participation à la défense du pays, au sens large, pas forcément une défense strictement militaire, mais c'est de donner son temps pour son pays. Et moi, je me réjouis, dès lors que ça n'aboutit pas, parce qu'il y a parfois des dérives et ça peut parfois avoir ponctuellement un aspect contre-productif auquel il faut être vigilant, mais je me réjouis de voir de plus en plus de femmes dans la police, dans la gendarmerie et dans nos forces armées, parce que c'est quelque chose qui complète le lien social et c'est absolument indispensable, sans compter que les femmes ont parfois des idées formidables que les hommes ne vont pas avoir spontanément. Parfois. Merci. Mais attendez, Ok. Vous n'allez quand même pas croire que je vais pas attendre de moi que je lâche tout ce soir. Ok, d'accord, vous nous rassurez un petit peu. Voilà. Pour finir, mes amis, je voudrais finir sur le formidable enjeu culturel de la question de la place des femmes. Pourquoi ? Parce que Florence n'a pas développé ça ce soir. Mais en réalité, le problème de cohésion sociale majeur que nous avons aujourd'hui, c'est la confrontation de l'Europe et de la France en particulier, mais on pourrait parler de la Belgique, de l'Angleterre, etc., à la montée de l'islamisme. Et la grande force des islamistes, c'est qu'ils recrutent chez les jeunes avec un argument qui est celui-là. Regarde les mécréants c'est nous, ils ne croient plus en rien, il n'y a plus de verticalité, ce sont des individualistes, consuméristes, etc. Et alors que nous avons l'Oumma, et tu vas t'inscrire en venant avec nous dans une grande tradition qui est en plus conforme à tes origines, puisqu'il y a un renvoi essentialisant, non pas universaliste républicain comme notre modèle à nous, mais à ses origines. Alors que je pense fondamentalement que notre chance, outre les questions de sécurité technique, c'est de retrouver une forme de confiance en nous, cette fois-ci comme peuple, et de fierté. C'est-à-dire que c'est comme en psychanalyse. Certaines d'entre vous ont peut-être fait une analyse, moi j'en ai fait une très longue. Et la base de ce qu'on y apprend, c'est sinon à s'aimer, mais au moins à s'accepter comme on est. Et il faut que comme peuple, nous nous acceptions à nouveau. Et à ce moment-là, nous redeviendrons un exemple. Et il faut assumer ce que nous sommes, et je finirai par là. Qu'est-ce que nous sommes ? Et vous allez voir comment on arrive aux femmes. Nous sommes un peuple aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, un peuple millénaire, c'est-à-dire que la France a 1000 ans à peu près, on peut débattre du point, mais en tout cas plusieurs centaines d'années. Et donc, il y a une histoire, il y a une tradition, il y a une culture et il y a des valeurs. Ces valeurs, tout le monde vous les envoie à la figure sans jamais les définir. Ces valeurs, c'est le droit de croire ce qu'on veut, de ne pas croire, de changer de croyance. Le droit d'aimer qui on veut, dès lors qu'il n'y a pas de contrainte. Et, mesdames et messieurs, mais mesdames, l'égalité homme-femme. Et n'oubliez jamais ça. Et même les hommes qui parfois avaient encore un peu de mal, c'est que l'égalité homme-femme, c'est le point majeur qui nous permettra
d'aller dans les quartiers, d'aller voir les petites filles qui sont voilées contre leur gré et de leur dire, nous, dans le cadre de l'universalisme républicain, et sans qu'en rien vous renonciez à ce que vous êtes, à votre histoire, à votre tradition, personne ne vous le demande. Mais nous, dans la République française, nous vous offrons à vous, femmes, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire, quelle que soit votre religion, la chance de pouvoir vous épanouir, la chance de pouvoir être élu, la chance de pouvoir être chef d'entreprise, la chance de pouvoir vous habiller comme vous voulez, la chance de pouvoir faire l'amour avec qui vous voulez, ça, il n'y a qu'un seul pays qui vous l'offrira, c'est la France. Et à ce moment-là, tous ces gens reviendront et nous pourrons recréer une société cohérente et bienveillante. Merci. Merci Thibaut.